Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 12 septembre. Au sommaire aujourd'hui, à mi-chemin entre la science et la spiritualité, les expériences de mort imminente intriguent et font débat. On s'y intéresse aujourd'hui en votre compagnie. Docteur Jacques Besson, bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous êtes aujourd'hui accompagné de Chantal Nussbaum. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle une expériencieuse. Bonjour. On est ravis de vous avoir. À tout de suite. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Ensuite, on ouvrira une page culture en votre compagnie. Manon Kloppenstein, bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter votre travail de maturité qui est à voir sur scène du côté du théâtre de Nyon le 8 octobre et qui met à l'honneur la cause des femmes. On en parlera avec vous d'ici quelques instants. Et puis en sport, on continue notre série consacrée au Tour de Romandie féminin. On reçoit aujourd'hui une athlète d'exception. Elle fait partie des favorites de cette édition. Élise Chabès sera connectée avec nous et à distance. Bonjour Élise, bienvenue. Merci d'être en notre compagnie. Et toi, Alexandre, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où est-ce que tu nous emmènes? Salut Andrea, eh bien je suis à la SPA La Côte, plus précisément à Nyon. Là tu vois, voilà des petits chiens qui sont derrière moi. Et alors on va visiter justement ces lieux qui accueillent tout type d'animaux domestiques, chats, chiens, il y a même des tortues, des lapins et autres. L'occasion que je suis là, c'est de visiter le centre, de voir aussi les réaménagements qui ont été faits sur certaines infrastructures, et notamment au niveau de la chatterie. Et puis, bien sûr, parler de la SPA. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel type d'animaux elle accueille? Pourquoi? Quelle est sa vocation? Et puis surtout, après la période des vacances, qui est souvent la période un peu d'abandon, faire un petit point, justement, si la SPA La Côte a connu aussi de nombreux chiens ou chats abandonnés qui sont arrivés ici. On va en parler juste après avec Marion, qui est la responsable des animaux ici au SPA La Côte. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Je vous le disais en introduction, on s'intéresse aujourd'hui à la thématique des expériences de mort imminente en votre compagnie, chers invités. À noter justement qu'une conférence aura lieu le 28 septembre du côté du théâtre de Beausobre à Morges dans le cadre de la Journée mondiale des soins palliatifs. Bonjour Chantal, bonjour Monsieur Besson, on est ravis de vous avoir. On va donc parler de cette thématique d'expérience de mort imminente. J'aimerais savoir, cher docteur, qu'est-ce qui inclut aujourd'hui la définition d'expérience de mort imminente? Ce sont des expériences vécues par des patients qui ont frôlé la mort. Ils ne sont pas vraiment morts, mais ils ont présenté des signes cliniques de mort biologique et on a réussi à les rattraper. Et quand ils reviennent, ils font des récits qui sont étrangement semblables. Et on a des milliers de témoignages et ça remonte à l'aube de l'humanité. Alors c'est une thématique qui est étudiée depuis 1975, corrigez-moi si je dis une bêtise. Raymond Moody, médecin et philosophe, on a fait plusieurs séries, il a récolté plusieurs centaines de témoignages. C'est des témoignages qui vous ont également intéressé dans le cadre de votre profession. Pourquoi ? Parce que je suis un psychiatre qui s'intéresse aux neurosciences et que je suis addictologue. Donc du coup, il y a aujourd'hui des drogues qui permettent de mimer ou d'induire une expérience de mort imminente par les produits, comme l'ayahuasca et des drogues de ce type. Mais l'expérience est beaucoup plus ancienne, puisque les chamans déjà maîtrisaient l'ayahuasca et emmenaient les patients dans des voyages astraux et dans l'intermonde. Puis les philosophes s'y sont intéressés, Platon sur la dualité entre le corps et l'esprit, puis Descartes qui s'est demandé comment le corps dialoguait avec l'esprit. Mais ce qui fait vraiment progrès aujourd'hui, c'est les neurosciences. Parce qu'on a de l'expérimentation animale qui nous a permis d'étudier la mort cérébrale des animaux en laboratoire et on a appris beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un changement de paradigme et qu'on accepte qu'aujourd'hui, ces expériences de mort imminente font partie du cadre clinique et sont des faits avérés? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Parce que la conscience, à vrai dire, aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce que c'est. Malgré tous les progrès, malgré les neurosciences, malgré l'imagerie cérébrale, la génétique, etc., la conscience reste largement inexplorée. Et les expériences de mort imminente sont une zone frontière entre ce qu'on sait, l'oxygène, le glucose, les hallucinations, l'épilepsie, etc., mais ce qu'on ne sait pas. Comment peut-on expliquer une sortie hors du corps? Comment peut-on expliquer l'accompagnement par des personnes décédées? Comment expliquer le tunnel de lumière et le paysage paradisiaque magnifique? Comment expliquer le sentiment extrêmement heureux et positif qu'ont les revenants, si j'ose dire? Et tout cela ne correspond pas à ce que nous savons habituellement en psychiatrie.
Chantal Nussbaum, j'imagine que c'est des propos qui font sens chez vous. Vous avez fait l'expérience, justement, cette expérience de mort imminente à l'âge de 15 ans, lorsque vous êtes gravement malade. Qu'est-ce qui s'est passé? 18 ans. En fait, j'étais entre 74 et 75. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, il s'est passé d'abord, je ne l'ai pas faite, disons, à la suite, ni d'un accident, ni d'une expérience quelconque. J'ai fait toute seule dans mon lit, dans ma chambre. Je n'étais pas sous médicaments, je n'étais pas sous psychotrope ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est parce que j'étais malade, très malade, et j'étais au bout. Je n'en pouvais plus. Et quand je me suis couchée, j'ai fait une demande, en fait. J'ai fait une demande en disant, ben voilà, toi qui m'entends, toi qui me connais, je n'en peux plus. Fais de moi ce que tu veux. J'abdique de ma vie et je remets tout entre tes mains. Voilà. En fait, j'ai fait un lâcher-prise. Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque, puisque de toute façon, on n'en parlait pas comme on en parle à l'heure actuelle. Et ce lâcher-prise, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est que dès que j'ai eu fini de prononcer ces phrases, je suis partie dans l'univers. Et je suis partie en ayant conscience que j'étais uniquement conscience et esprit. Je savais que je n'avais plus de corps. Un petit peu comme, vous savez, dans les films de science-fiction, vous voyez des formes, vous voyez des trucs un petit peu transparents. Voilà, j'avais l'impression d'être ça. Donc, je n'avais plus du tout la notion de corps et je n'avais plus du tout la notion d'avoir existé. C'était une abnégation de vie, tout simplement. Ouais. Monsieur Besson, aujourd'hui, dans ces témoignages-là, qu'est-ce qui prouve cliniquement qu'une personne est passée dans l'au-delà, comme l'a dit Chantal? Alors, on n'a pas de preuve que les personnes aillent dans l'au-delà, mais ils sont dans des états psychiques et cérébraux extrêmes. Et dans ces conditions-là, on peut imaginer que la pulsion vitale est hors course, alors bien sûr, les éléments biologiques sont fortement perturbés. Il peut y avoir un arrêt de l'oxygénation, du métabolisme cérébral, un arrêt des fonctions vitales. Et à ce moment, la conscience, dans le fond, se déploie sans le corps. Alors, c'est un moment ultime. Alors, ça ne veut pas encore dire qu'on est au paradis et qu'on a vu l'ange, hein, mais c'est des témoignages par milliers qui remontent à la nuit des temps et qui sont invariants culturellement. Et les gens sont conscients d'être morts, sont conscients d'avoir quitté leur corps, ils sont conscients d'être dans un autre monde et ils voient d'autres personnes décédées, ils voient, dans le fond, un autre monde et ils reviennent heureux. Et ça, c'est très différent des situations psychiatriques parce qu'en général, les hallucinations ou les délires sont très angoissants. Et là, c'est tout le contraire. Les gens reviennent heureux et en général, ça transforme leur vie. Ouais. Je crois que c'est votre cas, hein, Chantal. Voilà, oui. D'abord, j'aimerais vous dire que moi, je n'ai vu personne. Je n'ai pas vu de tunnel, je n'ai rien vu du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai été arrêtée dans ma course. Et il y a une voix qui m'a parlé, qui m'a dit seulement, Chantal, tu es à la croisée d'un chemin. Soit tu reviens vers nous. C'est ça. Et à ce moment-là, j'étais baignée dans une atmosphère vraiment d'amour, j'avais vraiment un sentiment de retourner à la maison, soit tu continues ta vie. Je me suis posé la question quand même, quelle vie, puisque pour moi, je n'avais plus de corps. Je n'avais plus l'impression d'avoir vécu quelque part. Donc j'ai quand même réfléchi, et puis j'ai dit, ok, je reviens, je retourne à la vie. Et la voix m'a dit, ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. Ce sera très difficile, mais nous serons là pour t'accompagner. Et on m'a montré tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'après cette expérience, moi, le lendemain matin, je me suis réveillée avec la joie, ce que vous avez dit, la joie au cœur qui ne m'a plus jamais quittée depuis. Et cette joie a transformé ma vie aussi. Et ça m'a permis aussi d'être ce que je suis à l'heure actuelle. Et une semaine après donc, cette expérience, j'ai été hospitalisée à Marseille parce qu'en fait, je pesais 33 kilos. Donc, en fait, les médecins ont dit « mais comment ça se fait qu'elle vit encore ?» puisqu'ils ne comprenaient pas, parce que justement, tous les signes biologiques cliniques montraient que, de toute façon, ce n'était pas possible. Mais moi, je savais que j'avais... De vous interrompre, pardon, Chantal, le fait justement que ce que vous ayez vécu aujourd'hui soit étudié par des scientifiques, même des médecins, peut-être des psychologues, est-ce que ça vous a aidé par la suite? Non. Non, parce qu'en fait... je ne savais pas ce que c'était à l'époque, en 75, on n'en parlait pas du tout. Et c'est seulement en 88, 89 que je suis tombée sur un livre de Raymond Moody. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est tout.
Ouais. Et je me suis quand même pas mal écartée de tout ce que l'on pouvait dire à ce sujet parce que il y a toujours le mental qui intervient. Et moi, je ne voulais pas tomber dans ce panneau-là pour analyser tout ça. Il fallait que ce soit quelque chose qui m'appartienne à moi, qui était quelque chose qui devait m'arriver, que je n'ai pas cherché du tout, et qui a permis, disons, de renaître, je dirais. Ça a été ma deuxième naissance. Alors j'imagine que il est difficile. Enfin, chaque cas est particulier, docteur Besson, hein, mais justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour prouver cliniquement une expérience de mort imminente? Alors d'abord, j'aimerais dire que Chantal exprime un certain nombre de critères, mais les patients ne remplissent pas tous les critères. En général, c'est à peu près entre un tiers et une moitié des patients qui rapportent certains critères, mais pas tous. Là, ce que je retiens chez Chantal, c'est la joie, c'est la transformation de la vie, c'est cette conscience d'être dans l'univers, enfin voilà. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait forcément rencontré les personnes décédées, etc. En revanche, il y a une voix qui lui parle et souvent les gens évoquent la personne d'un être de lumière ou d'un ange qui donne une parole décisive. Chantal parle de voir l'avenir, mais souvent les gens ont une revue de vie. Il y a un déroulé de leur vie extrêmement rapide. On peut évoquer les chutes d'alpinistes qui racontent qu'ils ont vu en tombant de la montagne le défilé de leur vie. Voilà, donc Chantal est tout à fait conforme à la statistique, s'il faut faire de la science. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'abord, de savoir ce que c'est que la conscience. Il y a des gens qui disent que la conscience est une sécrétion du cerveau. Et puis il y a des gens qui disent, on est dans le domaine scientifique toujours, qui disent, ben non, le cerveau est peut-être un émetteur-récepteur avec plus grand que nous, et nous participons à une conscience plus grande, universelle, et dans le fond, le cerveau n'est pas seulement une fabrique de conscience, mais peut-être un récepteur-émetteur de conscience, et nous avons chacun une conscience unique, on appelle ça une singularité. Donc c'est un domaine passionnant, et je crois que la recherche sur la conscience, c'est la recherche du XXIe siècle. Ouais. C'est justement des questions qui questionnent aujourd'hui la conscience, notre rapport à la mort, peut-être aussi à la religion. Voilà, si cette thématique vous intéresse, peut-être rendez-vous donc le 28 septembre au Théâtre de Beausobre à Morges dans le cadre de la Journée mondiale des soins palliatifs. Chantal, docteur Besson, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci. Excellente journée à vous deux. Merci à très beaucoup. bientôt. Au revoir. Alexandre, donc file-nous visiter donc cette SPA de Nyon. Qu'est-ce qu'on peut y voir? J'imagine plein d'animaux qui te plaisent. Oui, Andrea, je suis en compagnie de Marion Perret. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des animaux ici à la SPA La Côte à Nyon. Alors, tu entends, Andrea, peut-être les chiens aboyer. Voilà, puisque donc on est dans les box des chiens qui sont là. Donc, voilà, là on a un petit cocker qui est ici. On a d'autres chiens, regarde, voilà, mais qui sont pas très contents de me voir. Voilà, qui aboient parce qu'ils ont pas l'habitude en fait d'avoir de la visite. En général, entre midi et deux, c'est plutôt l'heure calme. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Marion, c'est combien de chiens déjà ici à la SPA La Côte vous accueillez à peu près? Alors, on peut accueillir jusqu'à 8 ans de chiens environ. Ouais, 8 ans de chiens. Et puis après, les autres animaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des chats. À peu près, on peut avoir à peu près la même capacité. Ouais. On a des lapins, on a des cochons d'Inde, on peut avoir des oiseaux, des furets, des rats, des souris, des tortues, beaucoup aussi hein, cette année. Voilà, un peu tout ce qui fait partie des NAC, ça arrive aussi. Les NAC, c'est quoi les NAC? C'est les nouveaux animaux de compagnie. Ah, donc, oui, ça regroupe vraiment tout un cercle de petits animaux, rongeurs ou oiseaux. Alors, c'est vrai que justement, les chiens, les chats et autres, bah souvent, c'est un refuge, hein, la SPA à la base. Hein, c'est des chiens et des chats abandonnés. Bah, peut-être comme ce cher Bambou qui est là, qui nous regarde. C'est quoi son histoire à Bambou? Alors, l'histoire de Bambou, c'est qu'il est arrivé dans une famille où il y avait plusieurs chiens, dont des petits. Ouais. Il est croisé husky et berger allemand. D'accord. Et il a un instinct de chasse un petit peu développé. Donc, il prenait un peu pour cible les petits animaux. Donc, ils ont préféré nous l'emmener ici. Il n'a pas été agressif du tout, mais il avait un regard un petit peu trop insistant sur les petits animaux. Ah, d'accord. Donc, voilà. Mais là, il a l'air plutôt content. Il est adorable. Vous allez le déranger? Oui, bien sûr. Bon, alors, regarde, André, on va aller voir Bambou, qui apparemment... Marion m'a prévenu qu'il serait... Voilà, je vais juste fermer là. Voilà. Attends, tu vois pas, mais qui est très sauteur. Voilà. Et puis qui a l'air assez content, alors qu'il ne me connaît pas du tout, mais qui a l'air très content de me voir. Voilà. Justement, la plupart des cas que vous avez ici à la SPA La Côte, c'est quoi? C'est des chiens que vous
que vous trouvez sur le bord de la route? C'est des Alors, gens qui vous les amènent? Alors, chiens trouvés au bord de la route, ça arrive Salut, toi. moins, Oui. surtout depuis que la puce électronique est obligatoire quand même depuis 2006. Hein. D'accord. Mais on a beaucoup de chiens trouvés qui rentrent à la maison le jour même, parce Ouais. qu'on fait aussi fourrière. Mais par contre, ça arrive qu'on ait des animaux délaissés, des chats ou des animaux des fois qu'on nous pose devant la porte. Ouais. Rarement des chiens. Les chiens, c'est plutôt les personnes qui nous les amènent parce qu'il y a un problème justement au sein Ouais. au sein de la famille ou qu'ils n'ont pas le temps, ou des allergies, voilà. On a un peu de tout. D'accord. On dit souvent, c'est vrai, j'ai entendu dire que la SPA en Suisse, la plupart des SPA en Suisse cet été étaient pleines à craquer en raison du nombre d'abandons qui croît en général juste avant la période des vacances, c'est-à-dire que les gens se disent, se désolidarisent complètement de leur animal, veulent partir en vacances et puis souvent finissent par l'abandonner. Ça a été le cas aussi ici à Nyon? Alors, ça n'a pas été le cas avec les chiens. Par contre, on a une recrudescence d'abandon justement de nacs. Ouais. Beaucoup de tortues cette année, beaucoup d'oiseaux aussi. Ouais. Mais chiens, ça va. On a de la chance côté chien, je dirais. D'accord. Plutôt chats et petits animaux. Ouais. Et alors, c'est la spécificité aussi ici à Nyon. Oui, t'es gentil, toi, Bambou. Ouais. C'est que justement, on peut aussi venir laisser son chien en pension pour une journée ou pour une semaine, quoi. Vous faites gardiennage aussi. Voilà, on fait pension. La pension fait vivre en grande partie le refuge. Ouais. Donc, on est un refuge à but non lucratif. Ouais. Et sans aide de l'État. Donc, c'est principalement les membres, les donateurs et la pension qui font vivre le refuge. D'accord. Mais justement, on va parler un petit peu de ce modèle de la SPA qui est très spécial et puis plus spécifiquement de la SPA La Côte en allant voir d'autres animaux. Après, Marion, je pense qu'on va laisser Bambou tranquille, même si je pense qu'on va peut-être jouer un petit peu avec lui un moment. Je pense que ça lui fera plaisir. Et puis après, on ira voir les chats, Andrea. Voilà. Voilà, on se réjouit de te retrouver, Alexandre. Merci beaucoup. Et on ouvre notre page consacrée à la culture en votre compagnie. Manon, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va s'intéresser à votre spectacle intitulé Solidaire, une création, une comédie musicale que vous avez créée dans le cadre de votre travail de maturité. On est ravis de vous avoir. Bonjour, bienvenue Manon. Merci. Expliquez-nous comment est né ce projet solidaire qui met à l'honneur les femmes. J'ai choisi de prendre ce travail de maturité parce que j'ai toujours été un peu baignée dans le monde artistique, dans la musique, étant toute petite avec ma famille, et ensuite dans la danse. Et puis c'est vrai que c'était pour moi une occasion de sortir un petit peu des codes scolaires, de pouvoir un petit peu regarder ce qu'il y avait autour, pouvoir toucher à tout, comme on dit, et c'est ça qui m'intéressait. Alors on va s'intéresser d'abord à l'aspect création et artistique. On a vu à l'image votre affiche Solidaire qui est spectacle donc à voir le 8 octobre au Théâtre de Maran à Nyon. Et puis plusieurs personnes vous accompagnent, des artistes mais même des vice-champions suisses de claquettes. Alors moi j'ai commencé premièrement avec les claquettes à l'école Planète Danse Martin. Et c'est vrai que c'est là où j'ai rencontré la plupart des gens qui sont dans ce spectacle. Et effectivement, il y en a qui ont pu avoir la chance d'aller au championnat du monde, qui en sont maintenant encore. Et le reste sont des jeunes talents suisses qui font partie qui font des comédies musicales aussi et qui peut-être ont envie d'en faire leur métier. Donc, il y a de tout, quoi. À voir donc sur scène. Vous racontez la vie et le parcours de 4 jeunes femmes avec la volonté justement de raconter aujourd'hui les questions et d'aborder des questions qui sont féministes. Je vais utiliser ce mot-là. Pourquoi ? Oui. C'est un sujet quand même qui est d'actualité, dont on parle beaucoup. Et j'avais envie plutôt que de parler, forcément ça parle d'égalité des genres, mais de regarder d'un regard un peu plus jeune cette thématique pour regarder aussi ces 4 jeunes femmes qui vivent quelque chose en société et puis regarder justement ce qu'elles vivent elles et pas forcément des femmes qui sont déjà dans le monde du travail, etc. Donc regarder comment on se sent dans la rue, quels sont les préjugés qu'on ressent encore, voilà, toutes ces choses, quoi. Pourquoi ces questionnements-là, quel était le message derrière ? J'avais envie de pouvoir parler de quelque chose qui me tenait à cœur, premièrement, et je voyais aussi dans mon entourage ce qui se passait. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, ça me semblait important de pouvoir mettre en scène et mettre en art ces questionnements-là. C'est aussi plus facile à aborder à travers la danse, le théâtre et même le chant.
Et je pense que ça ouvre plus à la discussion. C'est une manière plus douce aussi d'aborder ces thématiques. Voilà. Par exemple aussi les violences conjugales, qui sont un thème important qui a aussi abordé dans mon spectacle. De le mettre en scène, de le mettre en chorégraphie, ça peut aussi, même pour les plus jeunes, être une manière plus douce aussi de voir les choses. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être vos vécus aussi, en tant que femme dans la rue, qui vous ont amené ces questionnements-là? C'est ça, étant une jeune femme en devenir, on va dire, je vis des choses en société, je ressens des choses aussi sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui influence beaucoup les générations qui viennent. Et effectivement, ça influence beaucoup l'image corporelle qu'on peut attribuer aux femmes. Les publicités sont aussi, ça change encore un peu aujourd'hui, mais sont aussi des choses qui sont regardées par des jeunes, des moins jeunes, et ça influence forcément notre façon de voir, notre façon de penser. Ouais, et je précise ici que vous n'excluez pas les hommes, pour preuve, ils sont inclus dans votre spectacle. Justement, comment est-ce qu'aujourd'hui ce spectacle il a permis d'alimenter peut-être aussi vos discussions avec des jeunes garçons? En fait, loin de là était mon but de donner, de promouvoir une haine envers la gente masculine. Je ne voulais pas du tout un spectacle polémique qui était haineux envers le prolétariat. C'était vraiment pas mon but. Mon but, c'était justement d'ouvrir à la discussion, de montrer, évidemment, c'est un petit peu exagéré dans le spectacle ce qui peut se passer, mais de montrer ce qui se passe et justement de pouvoir inclure des hommes et pas qu'on pense qu'on est contre eux. Et c'est plutôt justement, d'où le titre solidaire, on pense être chacun de notre côté, mais en fait, au final, il faut se mettre tous ensemble pour pouvoir réussir à surpasser tout ça et à pouvoir le vivre sans en être malade, quoi. Ouais, je ne sais pas si ça fait partie justement de votre vécu. Est-ce que vous n'avez pas l'association aujourd'hui qu'on est les uns contre les autres, hommes et femmes, et que justement ce combat peut-être des féministes dessert à la cause aujourd'hui? Alors je pense que de toute façon, tout ce qui est dans l'extrême nuit un petit peu à la cause. Je pense que c'est forcément important qu'on en parle, car il y a encore plein de chemins à faire, même si on a déjà fait beaucoup, et ça, on parle dans le spectacle. Mais je pense que certaines manifestations des femmes peuvent faire que les hommes se sentent plus à leur place aussi dans la société. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on fasse aussi attention. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi inclure des hommes qui sont tout à fait corrects avec les femmes. Et ça me semblait important justement de pouvoir voir les deux côtés. À voir donc au Théâtre de Maran à Nyon le 8 octobre. Et puis bonne chance pour la fin de ce travail de maturité. Beaucoup. On se réjouit de vous revoir sur scène, Manon. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. On termine avec notre page sport et notre série consacrée au Tour de Romandie féminin. Vous le savez, la dernière étape passera par Nyon ce dimanche 17 septembre. NRTV en est partenaire. On vous fera vivre cette journée en direct sur nos réseaux sociaux. Et on donne aujourd'hui la parole à Élise Chabet, favorite de cette course. Elle était la meilleure Suissesse du premier Tour de Romandie féminin l'année passée. À quelques jours justement du départ, on va prendre contact avec elle. Bonjour Élise, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Alors j'aimerais savoir justement, à quelques jours du départ, comment vous vous sentez tout simplement? Ouais, je me réjouis de courir à la maison. C'est tout près de chez moi, donc je pense que ça va être cool d'être sur les routes que j'ai l'habitude de prendre avec la famille, les amis. Et je pense que l'ambiance va être sympa. Ouais, alors je l'ai dit en introduction, lors du premier Tour de Romandie féminin, vous y avez participé. Aujourd'hui, vous faites partie des favorites. Est-ce que ça vous met un petit peu la pression? Non, pas trop, parce que je pense pas que je suis dans les favorites. Il y a une étape de montagne qui me convient pas trop, donc pour le général, ça risque d'être compliqué. Après, je pense que les deux autres étapes peuvent me convenir, donc c'est plus, je vais plus essayer d'aller pour une victoire d'étape et puis voilà, essayer de me faire plaisir et profiter. Ouais, une victoire d'étape pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire, Élise? En fait, dans le Tour de Romandie, là, il y a 3 étapes, donc il y a un peu 2 courses. On va dire, il y a une course pour le classement général où les filles veulent faire une bonne place sur l'ensemble des 3 étapes. Et puis ensuite, il y a plus la course pour chaque étape, donc chaque étape peut être gagnée par une différente fille. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique comme entraînement? Voilà, la date arrive, on y est presque à bout touchant. Mais qu'est-ce que ça vous a demandé comme entraînement en termes de durée, peut-être par jour, par semaine, par mois, depuis des années, je ne sais pas? Ouais, c'est compliqué. Ça fait depuis le début de la saison que je m'entraîne. Je ne m'entraîne pas spécifiquement pour le Tour de Romandie. J'ai fait d'autres courses. J'ai fait le Tour de France, j'ai fait le Championnat du Monde. Et le Tour de Romandie, là, c'est un peu la fin de la saison. Donc, on va dire que tout le monde est un peu fatigué. C'est pas l'objectif forcément principal
tout le monde. Après, moi, j'ai à cœur de bien faire parce que c'est à la maison et je pense qu'il faut profiter d'avoir des courses à la maison aussi. Après, niveau entraînement, bah, je m'entraîne toute l'année en fait, donc c'est pas spécifiquement pour le Tour de Romandie, mais ouais, ça consiste en environ 20 à 30 heures par semaine de vélo. Ouais. Ouais, du côté des autorités, il a beaucoup été question de mettre à l'honneur le sport au féminin, avec toutes les questions que ça implique. J'aimerais savoir, vous, en tant que femme, depuis justement la création de ce Tour de Romandie féminin, est-ce que vous constatez peut-être un effet positif dans le cadre du sport ? Ouais, bah, c'est sûr que le sport féminin en général, il évolue bien et il y a toujours eu le Tour de Romandie pour les hommes. C'est vrai que ça fait que 2 ans qu'il y a pour les femmes. Et je pense que c'est important d'évoluer à ce niveau et aussi de montrer que les femmes peuvent aussi faire du sport de haut niveau et faire du sport au niveau professionnel. Et bah, j'espère qu'en ayant le Tour de Romandie, le Tour de Suisse, on peut montrer aux filles en Suisse qu'il est possible d'être professionnelle au niveau du vélo. Ouais. Ouais, d'en faire justement aujourd'hui quelque chose de professionnel. Est-ce que c'est facile ? Je sais par exemple, et peut-être à titre d'exemple, que rien que les maillots aujourd'hui sont vides, ils n'ont pas de sponsor, contrairement aux hommes où tout le monde s'arrache justement une place sur ces maillots. Non, il y a aussi des sponsors sur les maillots féminins. Oui, après, enfin, il y a tout autant de sponsors chez les filles que chez les hommes. Ouais. Mais vous avez la sensation que c'est la même chose ? C'est aussi facile de les acquérir que pour les hommes ? En fait, on court pour des équipes, donc nous, on court juste pour l'équipe, on n'acquérit pas de sponsors personnels, c'est des sponsors qui sponsorisent les équipes, et ensuite, nous, on s'est engagé de manière professionnelle dans les équipes. C'est un peu la même chose qu'au foot, en fait, ça rejoint le foot à ce niveau-là, c'est qu'on court comme pour un club, et puis on est engagé par ce club. Ouais, et puis, je le disais en introduction, justement, dernière étape qui passera par Nyon, dimanche 17 septembre. Vous nous disiez, Élise, que c'est un tracé que vous connaissez bien, puisque vous êtes vous-même genevoise, avec des passages qui vous réjouissent. Qu'est-ce qui fait peut-être la spécificité ou l'ADN, l'atmosphère de cette course, pour donner peut-être envie aux gens qui nous regardent de rejoindre l'événement ? Ouais, bah à Nyon, ça va être une étape qui est assez difficile, un peu piégeuse, avec pas mal de bosses, mais qui sont pas trop longues, plutôt des petites bosses. Donc je pense que ça va inciter les coureuses à essayer d'attaquer et de faire une course agressive. Donc je pense que ça va être assez joli à regarder au niveau des spectateurs parce que ça sera assez ouvert au niveau de la course. Élise Chabet, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve donc dimanche 17 septembre. Force à vous. Merci à vous. Bonne journée. Alexandre, en retour, on est à toi. Donc, après les chiens, c'est les chats, tu me disais. Oui, Andrea, regarde, parce que tout ce bâtiment-là, en fait, il est là depuis 2019 à peu près. C'est donc la chatterie, ici, à la SPA de Nyon. Donc, eh bien, on voit, j'entends juste un son dans mon oreillette, pardon. Voilà, donc les box des chats. Et je suis toujours en compagnie de Marion. Et ben, on va aller justement voir ces box de chats. Alors, il y en a combien? On disait là à peu près 8 ans de chats à peu près aussi. On peut accueillir jusqu'à 8 ans de chats. En ce moment, on en a une quinzaine. Ouais. On dit souvent que les chats, c'est plus facile que les chiens à placer. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai dans le sens où c'est une responsabilité, mais le chat est un animal qui est quand même indépendant. Ouais. Le chien est dépendant de l'homme. Ah oui, alors là, regarde, Andrea, on va voir des petits chatons qui sont là et qui attendent d'avoir, eh bien, en adoptant. Voilà, on va se placer ici, dans cette chatterie avec ces tout petits chats. Alors justement, des petits chatons, vous en avez. Salut toi, oui. Vous en avez beaucoup qui arrivent ici à la SPA? Alors, chaque année, on en a. Chaque année, cette année, on a eu pas mal de mamans qui sont arrivées portantes à terme de la gestation. Donc, elles ont fait leur petit ici. Et puis, après, le temps que les chatons soient sevrés et placés. Donc, on a eu, je pense, une trentaine de chatons. Parce que les chatons, c'est pas souvent des. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de gens qui vont les abandonner. C'est plus des chatons qu'on retrouve en fait. Alors, sortent des fers ou autre. Alors, tout à fait. Il y a des trouvés. Il y a aussi des gens qui font des portées. Et puis, des fois, ils font une portée, 2 portées. Puis, ils en donnent aux voisins. Puis, au bout de la 3e, il n'y a plus aucun voisin qui en veut. Donc, ils n'arrivent plus à les placer et ils nous les amènent. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de trouvés ou des mères semi-sauvages, justement, gestantes. Qui font leurs petits là parce qu'elles arrivent vraiment en fin de gestation comme ça.
Après, on peut stériliser les mères. Elles sont relâchées parce qu'elles sont semi-sauvages. Oui. Et puis les chatons, on les sociabilise et on les place. D'accord. Alors, justement, on se trouve dans cette chatterie qui est toute neuve, hein, ça se voit, hein, elle a à peine quelques années. Oui, oui, je suis là. Voilà, je joue avec toi, il n'y a pas de souci. Et justement, qui a été toute rénovée, c'était un investissement pour construire tout ça. Et d'ailleurs, vous avez aussi rénové certains box de chiens, il me semble, récemment. Alors, comment ça fonctionne, la SPA? Est-ce qu'on peut rappeler, au niveau du financement, comment est-ce que la SPA vit? Bien sûr. Alors, donc, encore une fois, on n'a pas d'aide de l'État. Donc, c'est vraiment les dons, les membres, la pension qui fait vivre le refuge. Et ce qui nous a permis de faire des projets de construction, c'est notamment des legs qu'on reçoit de temps à autre. Et on préfère ne pas le garder et le mettre dans la pierre et d'investir dans le bâtiment pour que les animaux ils soient le mieux détenus possible le temps de leur séjour au refuge. Oui. Vous connaissez le budget global de la SPA La Côte ou pas, vous-même, Marion? Alors, moi-même, exactement, je pourrais pas le dire. Le président du refuge aurait pu nous aiguiller plus de ce côté-là. Oui. Non, là, je pourrais pas. Mais donc des dons particuliers qui font vivre cette SPA. Alors principalement justement pour l'entretien et puis les employés, c'est ça. Oui, voilà. En fait, là, pour les employés, c'est vraiment la pension qui va. C'est notre force de bras et de travail qui nous fait gagner notre salaire. Ouais. En faisant pension, voilà, ça c'est vraiment. Voilà. Donc ce côté pension qui est aussi assez important. Qui permet d'avoir des employés. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Là, mince, j'ai renversé une gamelle de chat, Andrea. Voilà, mais je vais ramasser tout ça parce que voilà, il y en a pas mal des petits chatons et puis SPA La Côte. Marion, merci beaucoup d'avoir fait cette petite visite, puis surtout de m'avoir permis de voir ces petites bêtes qui sont effectivement trop mignonnes, Andrea. Voilà. Ouais, tu as craqué une fois de plus. Tu vas le ramener chez toi, Alexandre, c'est ça? Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que celui-là, je pense qu'il va vite trouver un maître ou une maîtresse, ouais, à mon avis. Voilà, un cœur à prendre. Alexandre, merci beaucoup pour cette visite du côté de la SPA de Nyon. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Belle suite de programme.